IDFM 98 de l'Amande FM, Radio Anguin, IDFM, la radio où l'on se sent bien. Un entretien ce soir avec Roland Gori, qui est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à Aix-Marseille Université et président de l'association Appel des Appels. Il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont aux éditions Les Liens qui libèrent, La nudité du pouvoir, ou Comment comprendre le moment Macron, La dignité de penser, L'individu ingouvernable, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux, Un monde sans esprit et La fabrique des imposteurs. Ce soir, nous le retrouvons pour son dernier ouvrage, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Roland Gori, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis contente de vous retrouver sur cette antenne. Dans ce livre, vous commencez en disant que le monde du 23 janvier 2020 annonce que l'horloge de l'apocalypse vient d'être avancée de 20 secondes. Nous serions donc à minuit moins 30 secondes. Je ne sais pas où on en est maintenant, là, au mois de juillet 2020. Vous ne méconnaissez pas toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité, mais vous voulez montrer que le discours qui les annonce constitue en lui-même une production sociale reflétant une structure mentale. J'aimerais que vous nous parliez du film qui s'appelle En Zéro, que vous défendez un peu au début de votre livre. Oui, alors, peut-être le premier point, c'est qu'effectivement, je ne sais pas où on en est, mais avec le Covid, ça n'a pas dû s'arranger. Donc on a dû encore un peu plus avancer à proximité de minuit, donc à proximité de la catastrophe. Ensuite, concernant le film En Zéro, il sera diffusé, si vous voulez, à l'automne. Il est actuellement en cours de réalisation par Myriam Tonelotto. Je vais simplement peut-être vous dire un peu le synopsis qui est prévu de ce qu'elle m'a envoyé comme document, bien sûr. Comme vous le savez, Cattenom est une des plus vieilles centrales nucléaire à proximité de la frontière luxembourgeoise, vingtaine de kilomètres de la capitale, une dizaine de kilomètres de la frontière, placée sous les vents. Et l'idée assez géniale, je dois dire, de Myriam Tonelotto est de montrer qu'en cas de fissure du réacteur et en cas de catastrophe de cette vieille centrale, si vous voulez, eh bien, non seulement toute la région du Luxembourg et un peu tout ce qu'il y a autour serait irradiée et provoquerait des paysages totalement dévastés avec des populations atteintes, d'autres qui seraient obligés de s'exiler, avec bien évidemment 600 000 luxembourgeois en exil, 600 000 transfrontaliers sans travail, au chômage et éventuellement eux-mêmes atteints. Mais qui plus est, la France serait à ce moment-là condamnée à dédommager le Luxembourg de cette catastrophe, et je crois que le dédommagement pourrait atteindre plus de 100% du PIB de la France, à partir de quoi, bien sûr, comme vous le savez, le Luxembourg c'est quand même un lieu, une place financière, non seulement cadeaux fiscaux, mais également de grands mouvements du point de vue des finances participant à l'économie mondiale, et donc très vite, comme un château de cartes, tout pourrait tomber et on pourrait tout à fait envisager que l'euro ne résisterait pas à une telle crise, et éventuellement la fédération européenne, enfin l'Europe également, pourrait être démolie ou largement altérée. Enfin, bref, on serait face à une véritable catastrophe. Et encore une fois, c'est pas quelque chose d'impensable, puisque le ministre, je crois, de l'écologie luxembourgeois proteste assez régulièrement contre le fonctionnement de cette centrale à proximité de son pays, qui est totalement opposé, bien évidemment, de cette centrale à son fonctionnement. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer que, en gros, si vous voulez, c'est pas l'événement en soi, parce que l'événement en soi, comme l'a très bien montré Myriam Tonelotto, l'événement en soi serait bien sûr très problématique, serait bien sûr une altération importante du paysage, mais à terme, les radiations disparaîtraient, et à terme, on pourrait tout à fait envisager que les lieux qui auraient été temporairement, transitoirement ravagés pourraient renaître, pourraient être recomposés. Mais la catastrophe, c'est l'impréparation à un traumatisme
traumatisme qui, somme toute, est grave, mais pas aussi tragique que les conséquences qu'il peut avoir. C'est-à-dire que là, on vient à une idée que je développe dans l'ouvrage. La catastrophe, c'est pas simplement l'irruption, l'émergence d'un mauvais événement. C'est pas ça. La catastrophe, c'est la rencontre entre un mauvais événement, un événement dramatique et tragique, et une société qui ne s'est pas suffisamment préparée à l'accueillir et à le traiter, à le gérer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé comme sous-titre le livre extraordinaire de Marc Bloch, l'historien, qu'il a écrit entre juillet et septembre 1940, au moment de la défaite des armées françaises, où il montre parfaitement que c'est notre impréparation qui aboutit à la défaite. C'est moins la capacité de l'armée allemande de battre l'armée française que la manière dont nous sommes préparés à une invasion en la situant radicalement à l'est et en élevant une ligne Maginot, sans avoir à penser que les Allemands pouvaient passer par le nord, sans avoir également la pensée que cette guerre qui se jouait, n'est-ce pas, en 1940, n'était pas de même nature que la guerre de 14-18. C'est-à-dire que nous sommes trouvés en retard d'une guerre. Nous avons élevé une ligne Maginot et nous n'avons pas pensé que c'était par les chars et l'aviation que les Allemands allaient frapper rudement et envahir la Belgique et la France, non, par le nord. Donc si vous voulez, je crois que ce point est très important. Il y a quelqu'un que je cite beaucoup, que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les travaux, c'est Jared Diamond. Diamond montre bien que l'effondrement des sociétés complexes, n'est-ce pas, et c'est la rencontre entre l'irruption d'événements bien sûr indésirables et la préparation structurale de ces sociétés, n'est-ce pas? Et les exemples bien connus, je ne vais pas les développer là pour vos auditeurs, mais les exemples bien connus, c'est par exemple la disparition des Vikings dans le Groenland. Les Vikings se sont installés au Xe siècle jusqu'au XVe, et puis ils ne se sont pas adaptés aux modifications climatiques, ils ne se sont pas adaptés aux conséquences des déforestations, ils ne se sont pas aussi adaptés aux changements dans le commerce international de l'ivoire des morses, qui désormais passait par la Russie ou passait par la Chine avec des coûts beaucoup moins importants, et ils n'ont pas changé leur structure hiérarchique de société, et c'est pour ça qu'ils ont disparu. Alors que les Inuits, par exemple, qui étaient un peu plus au nord, ont très bien survécu et se sont adaptés aux nouvelles conditions climatiques. Et c'est ce point qui est important, parce que si vous prenez les Mayas, vous avez à peu près le même déclin de civilisation. Si vous prenez l'Empire romain, c'est la même chose. On voit bien comment dans l'Antiquité tardive, les Romains ne sont pas simplement battus par les barbares qui les attaquent à l'est et qui les attaquent au nord, ils sont battus aussi par des modifications climatiques, ils sont battus par des maladies infectieuses, c'est-à-dire ils sont battus par leur propre expansion. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état tout à fait comparable où nous n'avons pas suffisamment prévu, évalué, n'est-ce pas, que l'hubris d'une société, son expansion économique et notamment, n'est-ce pas, la maltraitance de la nature produit des réactions. On ne va pas dire qu'elle se venge parce qu'il ne faut pas anthropomorphiser bien sûr la nature, elle n'a pas une volonté et c'est pas une personne, mais la manière dont nous la maltraitons, et on le voit bien avec la déforestation, on le voit bien avec l'érosion des sols, on le voit bien avec la réduction de la diversité des espèces, on le voit bien avec les pollutions, etc. On voit apparaître des maladies infectieuses comme des virus, le coronavirus bien sûr, mais avant d'autres virus, et demain encore d'autres virus. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'effondrement d'une société, l'effondrement d'un monde, c'est peut-être là où je suis dans une position un peu différente de la collapsologie, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, le nôtre, qui en quelque sorte risque de mourir de
Hum. Le sous-titre de En Zéro, de ce film L'An Zéro, c'est la question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira. Alors, est-ce que l'effondrement est-il un effondrement des croyances ou une incapacité à les renouveler? Vous vous posez la question. Dans votre livre, c'est important. Est-ce que c'est un effondrement des croyances? Oui, enfin, plus précisément, nous continuons à construire sur des croyances zombies, sur des croyances obsolètes, sur des croyances dépassées. Dans l'ouvrage, j'essaie de montrer que nous ne sommes pas sortis d'un effondrement conceptuel, d'un effondrement de croyances, d'un effondrement symbolique dont nous avons hérité au XIXe siècle, fondé sur des catégories de pensée comme c'est la concurrence qui rend le meilleur. C'est la grande thèse que je développe avec les travaux d'Herbert Spencer, c'est-à-dire une évolution qui serait fondée sur la lutte pour la vie, permet justement par la concurrence de conserver les meilleurs. On sait que les nazis ont recyclé bien évidemment les thèses de Spencer, de darwinisme pour aller vite. Darwin, c'est pas Spencer. Il ne faut pas imputer à Darwin le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est Spencer. Et il faut voir qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les nazis, mais ce sont les néolibéraux qui recyclent cette idée que c'est par la concurrence, par la mise en concurrence que l'on va en quelque sorte faire une sélection des meilleurs. C'est totalement faux. Ce que voulait d'ailleurs Spencer, c'est ce que les néolibéraux de l'école de Chicago, les économistes, ont ensuite promu, c'est-à-dire que l'État protège peu les plus faibles, les plus débiles, les plus handicapés, etc. Et vous comprenez bien que on est encore hanté par ces catégories de pensée. Quand on parle de premier de cordée, par exemple, quand on pense que c'est finalement l'État est une entreprise et la nation est une nation start-up, on est encore prisonnier, même si on est jeune, même si on est moderne, on est prisonnier de ces vieilleries dont nous avons hérité à la fin du XIXe siècle et au début du XXe et qui ont déjà produit des catastrophes. De la même manière, dans mon livre, je montre, si vous vous souvenez aussi, que les concepts de progrès tels que nous les avons depuis, on va dire, la fin du XIXe siècle, alignés sur le développement des techniques, eh bien, ce concept des progrès, il est sans objet, il est faux tout le XXe siècle. Alors que Camus parle du siècle de la peur, tout le XXe siècle a montré que le développement des techniques ne conduisait pas forcément à une plus grande sagesse ou un plus grand bonheur et ne s'inscrivait pas forcément dans le progrès. Et je cite aussi Adorno qui disait qu'il faut pouvoir, pour vraiment avoir une idée du progrès, se soustraire à la fascination et à la séduction qu'il produit sur nous. Donc nous n'avons pas été capables, et c'est un peu ce que je montre avec les thèses de philosophie de l'histoire de Walter Benjamin, que je cite beaucoup, ainsi que Stéphane Moses, qui est un de ses meilleurs, commentateurs. Je cite beaucoup Walter Benjamin, qui dit que justement, cette idée de progrès aligné, si vous voulez, sur les techniques, est une véritable catastrophe en elle-même, cette idée-là, puisque nous n'avons pas été justement à même de relever le défi de la modernité, qui était de trouver un ordre social à la mesure du développement technique que nous avons initié et dont nous sommes paradoxalement victimes aujourd'hui. C'est un peu ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, parce que j'évoquais le déclin ou la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dépassé par sa propre expansion, qu'elle soit économique ou technique. Et je crois que c'est un point aussi très important que je développe dans l'ouvrage à propos du rapport que la technique et l'économie ont avec une conception du temps. Une conception du temps qui est une conception linéaire, qui est une conception homogène et vide, et qui est aussi une véritable catastrophe. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en gros, le paradis perdu, pour la technique et l'économie, eh bien, le paradis perdu, il se
en quelque sorte à naval, c'est-à-dire il est projeté dans le futur et c'est en développant les techniques que nous parviendrons à l'atteindre. C'est-à-dire qu'il y a une conception là du temps qui est totalement, à mon avis, erronée. Et là aussi, je travaille beaucoup sur cette question dans l'ouvrage, puisque le propre de la modernité, comme le disait d'ailleurs Michel Foucault, le propre de la modernité, c'est ce défi que constitue en quelque sorte une civilisation du contingent, une civilisation de la vitesse, une civilisation du provisoire, une civilisation du transitoire, si vous voulez, du présentisme, pour le dire autrement, avec justement les temps historiques, avec le passé, avec la tradition. Or, il n'est pas possible d'aborder sérieusement et profondément la substance du futur si on n'est pas éclairé par un passé qui est convoqué par le présent. Et là aussi, j'ai tout un travail dans le livre sur une philosophie de l'histoire qui aussi bien rejoint bien sûr Walter Benjamin, mais aussi des historiens comme Marduk par exemple, ou encore Jean-Pierre Vernant. Oui, sur Walter Benjamin, comme vous dites, j'invite ceux qui écoutent cette émission de se pencher sur sa vie et de savoir que la France lui a refusé la naturalisation et qu'il est mort dans de bien fâcheuses conditions. Je pense que si la France avait été un peu plus sympa, il serait peut-être mort moins jeune. Et franchement, c'est un peu dommage que la France lui ait refusé la naturalisation. Alors, vous dites que l'angoisse de l'effondrement montre cette fascination du pire pour mieux l'exorciser. Est-ce que vous pouvez nous parler de la défaite de l'esprit de Philadelphie qui avait prévalu durant les 30 Glorieuses? Pourquoi cette défaite de l'esprit de Philadelphie? Je sais comment c'est arrivé, mais je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez, il est évident que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu véritablement un souffle de spiritualité humaniste qui allait, on pourrait aller vite, aussi bien des chrétiens de gauche jusqu'aux marxistes en passant par les gaullistes de gauche, etc., qui ont constaté que si on voulait éviter ces deux grandes boucheries que furent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des guerres fratricides, il fallait donc absolument investir dans l'éducation, la santé, la justice, la culture. Or, ce qui constitue un investissement pour l'avenir, c'est-à-dire un pari pour un meilleur avenir, est devenu au fur et à mesure des années, sous l'influence des néolibéraux de l'école de Chicago, comme Gary Becker par exemple, est devenu, n'est-ce pas, une charge, c'est-à-dire une charge due au développement de l'État social, qu'on appelle parfois État-providence, c'est-à-dire des protections sociales. Et donc nous avons converti ce qui fut énoncé par l'esprit de Philadelphie, on y reviendra, comme un investissement pour un meilleur avenir, en charge de public qui creusait nos déficits. Donc si vous voulez, ce changement de vocabulaire est tout à fait symptomatique de la maladie dont nous sommes atteints, dont nous avons vu par exemple au moment de l'épidémie du Covid en France, nous avons vu les effets. Finalement, l'État protecteur social bien sûr, mais il est d'abord et avant tout protecteur sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité. Or, au fur et à mesure des années, nous avons vu comment les gouvernants, en jouant le jeu, je dirais, d'une compétitivité internationale sous les effets des néolibéraux, ont externalisé la fabrication de certains produits essentiels à notre santé, c'est-à-dire par exemple les réactifs de test, par exemple les bouteilles d'oxygène, par exemple les masques, vous en doutez, et ont fermé les lits d'hôpitaux. 100 000 lits ont été fermés d'hospitalisation, et donc par conséquent, lorsque nous avons monté une ligne Maginot pour éviter d'être écrasés par une invasion compétitive de l'économie mondiale, et finalement nous avons été anéantis et occupés par autre chose qui n'avait rien à voir avec la ligne Maginot et qui était du côté des virus. C'est bien parce que nous avons externalisé la fabrique de produits essentiels et parce que nous avons réduit les lits d'hospitalisation et que nous n'avons pas soutenu l'hôpital. L'hôpital a été matraqué, cassé, brisé, n'est-ce pas,
au nom de la compétition, au nom de la concurrence. Et du profit. Deuxième partie de cette émission avec Roland Gori. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu. Roland Gori, pourtant, vous expliquez bien dans votre livre qu'il y a eu le siècle de la peur, mais que la religion de la science était inséparable d'une foi dans le progrès, dont le culte était le développement du capitalisme. Il y a eu la mise en place, ce qu'on appelle l'hygiénisme, dans les dernières décennies, de dispositifs sanitaires assurant l'hygiène des vies, la médicalisation de leur existence, l'hygiène devenant une morale, une pédagogie de conduite, permettant davantage de surveillance, d'obéissance aussi des populations. On le voit, moi j'appelle ça un troupeau. Quand on nous oblige à mettre des masques, on va nous obliger, j'espère pas, à même faire des vaccins. Il y a quand même cette antinomie entre le fait qu'on nous prive de quelque chose et qu'on va nous obliger à quelque chose d'autre. Parce qu'on est quand même dans une civilisation de l'hygiène. Il faut qu'on soit propre, il faut qu'on soit vacciné, il faut que... C'est très bizarre le siècle dans lequel on vit, hein. Oui, alors moi je ne suivrai pas forcément là, sur tous vos arguments. Et si vous voulez, il y a à la fois, là où vous avez raison, c'est que, on va dire, la biopolitique, pour parler comme Foucault, a permis que les populations et les individus se soumettent au nom de leur santé ou au nom de leur sécurité. Et effectivement, il y a une médicalisation de l'existence, effectivement, il y a un développement des instances hygiéniques qui d'ailleurs, comme vous le savez, ont été largement favorisées au cours des années 40 par une idéologie nazie, mais une idéologie qu'on peut trouver encore une fois bien avant, à la fin du 19e, au début du 20e, de surveillance des populations. Bon, c'est une vieille histoire d'hygiène publique, et bien sûr, elle est inséparable des organes de pouvoir qui, ne pouvant plus, en quelque sorte, se prévaloir d'une légitimité donnée par la transcendance divine, eh bien se prévalent, si vous voulez, d'arguments fondés sur les sciences ou plus exactement sur le scientisme. Aujourd'hui, on en pâtit dans le domaine de l'éducation, par exemple. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il va de soi que la santé, le sanitaire, que je distinguerai d'ailleurs du médical, mais c'est notre problème, la santé, le sanitaire ont pu constituer des organismes et des idéologies visant à quadriller, normaliser, contrôler, surveiller les populations. Ça, c'est une chose. Après, je distinguerai, on va dire, cette instantiation idéologique de la santé de ce qui est nécessaire, à savoir protéger les populations. Et à partir du moment où vous avez une épidémie, à partir du moment où vous êtes face à un virus pour lequel on n'a ni vaccin ni traitement, on est bien obligé de prendre des mesures. Le problème est relativement simple. On a pris des mesures au mois de mars notamment, moins on a pris ces mesures de confinement, moins je dirais comme moyen de lutter contre l'épidémie, bien que la quarantaine a toujours constitué la manière de lutter contre une épidémie quand on ne peut plus la contrôler. Quand on ne peut plus la contrôler. Mais surtout a été les moyens de lutter contre les défaillances que le pouvoir avait laissé s'installer. C'est-à-dire justement la réduction des lits, et c'est-à-dire justement la protection par les masques. Alors ça aboutit à des choses grotesques, comme entendre Jérôme Salomon nous dire que le masque était inutile, voire il était dangereux, voire il ne pouvait concerner que les personnes malades, et aboutir aujourd'hui à une obligation de porter les masques. Mais ceci étant, moi je vous dirais que le port du masque me paraît indispensable. C'est clair, le port du masque dans les espaces clos, avec plusieurs personnes, me paraît indispensable. De la même manière, je ne vais pas, je vous le dis tout de suite, entonner une attaque des vaccins. Je suis favorable à la vaccination. Le problème, il est relativement simple. C'est qu'il faut distinguer en quelque sorte la vaccination produite par la nécessité de lutter contre des agents. Enfin, on a quand même réussi à éradiquer la variole grâce à la vaccination, quand même. La tuberculose, c'est un peu plus compliqué. Enfin, donc moi, je suis pas du tout anti-vaccin, hein, que les choses soient très claires. Par contre, il nous faut contrôler. Il faut un contrôle citoyen de tout ce qui est justement moyen de protection ou moyen de contrôle hygiénique des populations. Le problème, c'est que on a l'impression que le pouvoir
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ange de l'histoire de Walter Benjamin, comme vous dites, et de la tempête du progrès? Ça, c'est vraiment important dans votre livre aussi. C'est très important, bien que ça ne soit pas très facile à expliquer. Vous savez, Benjamin était fasciné par une aquarelle de Potli qui s'appelle L'Ange Nouveau, de 1920. Et dans cette aquarelle, on voit un ange qui a la tête tournée vers le passé, vers le paradis, où il voit sur la route de l'histoire s'accumuler des fragments d'événements tout à fait catastrophiques, qui sont bien évidemment les injustices oubliées, qui sont les dominations oubliées, qui sont les meurtres oubliés, etc. Et il voudrait les rassembler, tous ces morceaux épars, et faire une histoire qui puisse en quelque sorte nous servir d'enseignement, se mettre au service des signaux du danger du présent, mais il a des ailes déployées, et du paradis souffle une tempête que nous appelons le progrès, et donc irrémédiablement, il court vers de nouvelles catastrophes, en étant particulièrement mélancolique et déprimé de voir qu'il ne peut pas tirer les leçons majeures de l'histoire. On parlait tout à l'heure de Stéphane Moses, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'Ange de l'Histoire. Bon, éventuellement, vous pouvez lire aussi une partie que je consacre à ces thèses de philosophie de l'histoire. Ça nous amène à savoir que veut dire écrire l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le passé? Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que le passé en dehors du récit historique qui le reconstruit et qui ne peut que le reconstruire à partir des événements du présent? Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. C'est le présent qui nous amène à poser des questions au passé. Nous n'allons pas restituer le passé tel qu'il a été, nous allons le reconstituer à partir des questions du présent. Il y a une phrase de Marc Bloch que j'aime beaucoup qui dit: sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. C'est-à-dire que, si vous voulez, chaque fois qu'on interroge le passé, bien sûr, il y a toute la rigueur méthodologique des historiens, et je les sais suffisamment susceptibles pour ne pas prétendre faire l'histoire qu'ils font, et qu'ils font admirablement. Mais, il n'empêche, nous avons tous besoin de donner un sens et une cohérence aux événements que nous rencontrons dans le présent, et qui, bien évidemment, font écho avec des événements du passé tels que nous les reconstruisons. C'est-à-dire que le récit historique, il fait l'histoire en se disant. Et ça, c'est un point qui est très très important. Et il se dit dans des conditions de production qui sont celles du présent, avec des questions que nous nous posons. Oui, dans le chapitre sur Benjamin, vous dites sur l'illusion du progrès, sur le paradis perdu et sur la mélancolie aussi. Il écrit qu'il y a deux phases de l'illusion au progrès, illusion de la nouveauté pour mieux nous enchaîner à l'ordre établi et à la fatalité politique, et aussi le masque de la répétition de la même catastrophe qui pourrait être la compulsion des dominants pour accroître leur domination en la faisant passer pour naturelle et orientée vers le futur. En dernière partie, on va aborder la solastalgie qui est importante puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Absolument. Je cite une phrase de Benjamin. Benjamin écrit: articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître tel qu'il a été effectivement, ça c'est pas possible, mais bien plutôt devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un danger. Et vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passé continue à exister, mais moins comme trace ou vestige que comme forme réactualisée. Et donc, nous ne savons pas que nous sommes hantés par le passé, parce que il s'est métamorphosé. Il y a quelque chose qui a changé dans ce qu'on appelle des fois la pseudomorphose, c'est-à-dire la transformation d'un élément qui change complètement de nature et qui conserve les apparences. Mais là, vous avez quelque chose d'un peu inverse, c'est-à-dire que vous avez conservé la substance du problème du passé, mais il a changé d'apparence. Je ne sais pas si je suis clair. J'aime beaucoup les travaux aussi de Johann Chapoutot, que je cite aussi, comme vous savez, tout au long du livre, en particulier du travail qu'il a pu faire sur Libre d'obéir, où il montre justement cette persistance d'une certaine pensée nazie au sein même aujourd'hui des nouvelles formes de management que peuvent acquérir et développer aussi bien les États que les entreprises. Bon, je ferme la parenthèse. Et disons que, effectivement,
effectivement, par rapport à la question que vous avez posée, j'essaie maintenant d'y répondre plus précisément. Par rapport à cette question, il faut revenir à qu'est-ce que le moderne. Baudelaire définissait le moderne comme le fugitif, le transitoire, le contingent. C'est-à-dire le moderne, c'est un défi. C'est le moment où, en quelque sorte, la rupture avec la tradition produit une crise d'autorité qui ouvre vers une discordance des temps, pour parler comme un historien que j'aime beaucoup aussi, Christophe Charles. C'est-à-dire que cette discordance des temps, et que du coup, nous sommes dans le défi de devoir articuler passé, présent, futur, mais nous n'avons plus les moyens que nous offrait la tradition. Donc il faut en inventer d'autres. C'est un véritable défi. Michel Foucault le reprend tout à fait de manière extraordinaire dans ses travaux sur justement qu'est-ce que les Lumières, où il fait une critique du texte de Kant de 1784, et il montre bien que les Lumières, c'est pas simplement un discours philosophique d'émancipation qui est apparu au XVIIIe et qui serait donc lié à une époque historique. Il montre bien que c'est une position. C'est une position de défi par rapport à l'émancipation, par rapport à la liberté, par rapport à la foi dans la raison, par rapport à la foi dans la responsabilité morale, mais il faut l'assumer, ces défis. Alors comment est-ce que nous l'avons assumé? Nous l'avons assumé à l'heure actuelle, je dirais un peu de travers, en pensant que la technique allait répondre pour nous à cette discordance des temps. Alors la technique, c'est pas seulement des instruments, la technique c'est la culture de capacité de décider qui fait que la machine va penser à notre place. Et si la machine se met à penser à notre place, alors on a progressivement un effondrement de la capacité de penser, et ça vous le savez, c'est au centre de mon ouvrage. Oui. Je cite beaucoup d'ailleurs Hannah Arendt, Simone Weil, etc. Où si nous avons un effondrement de la pensée, ce qui vient s'ériger sur les ruines de la pensée, c'est le totalitarisme, c'est les totalitarismes. C'est bien sûr le totalitarisme fasciste-nazi, mais c'est aussi le totalitarisme stalinien ou le totalitarisme aujourd'hui néolibéral. C'est-à-dire que la technique, la bureaucratie, les protocoles formels viennent en lieu et place d'une capacité de penser. Et si on n'a plus la capacité de penser, on ne peut plus, en quelque sorte, à ce moment-là, distinguer le bien du mal. Et vous le savez, c'est tous les travaux par rapport à Eichmann à Jérusalem que lui consacre Hannah Arendt, qu'on a résumé de manière un peu trop, comment dire, brutale. Sur la banalité du mal, il faut lire le livre, il ne faut pas se contenter de cette expression. Par rapport à ça, on est pris, je dirais, par différentes manières de relever ce défi. Vous l'avez dit tout à l'heure, une des manières de relever ce défi, ça consiste à dire c'était mieux avant. Le discours décliniste, ça, c'était mieux avant, et donc vous aboutissez à ce que Sioran appelle, que je cite beaucoup dans le livre aussi, la pensée réactionnaire. Pensée réactionnaire, dans toute, je dirais, sa monstruosité aujourd'hui, ça va être de considérer qu'il faut vivre comme du temps des prophètes. C'est ce qui va donner lieu à des intégrismes religieux. C'était mieux avant. Bon, ça nourrit toutes les pensées conservatrices en politique, vous vous en doutez. L'autre manière d'y réagir, c'est de considérer, et ça c'est le discours pseudo-progressiste que nous subissons aujourd'hui, c'est de considérer que tout sera mieux demain, à condition d'aller vite, d'aller fort, développer la concurrence, développer l'évolution, développer la sélection, développer la compétitivité, développer la production, et on va dans le mur de quelque chose qui s'appelle la mode, ou comme le disait Barthes, être à la mode, c'est toujours être en retard, c'est-à-dire, en gros, le futur n'est rien d'autre que les instants successifs des différents présents. Et là, on a un discours que j'appelle pseudo-progressiste parce que, comme vous le savez, c'est ce au nom de quoi une certaine conception du monde se prévaut du progrès pour justifier l'abandon, pourrait-on dire, de ce défi que constitue l'articulation nécessaire entre présent, passé et avenir. Alors, comment s'en sortir? Il faudrait peut-être, vous le dites dans votre livre, retrouver l'état paradisiaque du langage qui disait la vérité des choses avant de dépérir dans le bavardage de la propagande et de la publicité. Ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même soumis à un langage contradictoire et, comme vous le dites, essayer de penser par nous-mêmes. Et ça, c'est difficile déjà de retrouver le langage originel, c'est-à-dire
d'arriver à parler vrai. Un langage qui est vrai, pour être très simple, un langage vrai. Aujourd'hui, on est dans le verbiage. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur la dégradation de la fonction du langage à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui, d'avoir mouliné la fonction du langage, qui est de dire le vrai, de s'efforcer de dire le vrai. Parce que bien sûr, on n'y arrive jamais, mais on peut au moins faire l'effort d'être au plus vrai du vrai, j'ose dire, et en lieu et place, on se contente de quoi? On se contente d'un langage qui est uniquement une propagande, un slogan, de la communication, du marketing, bref, enfin, de tout ce qu'on connaît bien, quoi. C'est ça le danger. C'est en gros un langage creux. Et l'effondrement, il est là aussi. Vous voyez, quand vous parliez tout à l'heure de mon sous-titre L'étrange défaite de vos croyances, ça signifie aussi que l'effondrement est un effondrement dans le vocabulaire. Et qu'on va employer des mots que l'on a vidés de leur substance, que ce soit liberté, égalité, fraternité, émancipation, etc. On a vidé ces mots. Effondrement, ça veut dire en cuisine, dans le domaine culinaire, vider un animal, c'est-à-dire l'étriper. Je pense qu'aujourd'hui, on a un langage qui est un peu étripé. Il est étripé et vidé par notre société du spectacle et de la consommation. Que dis-tu, rossignol, oiseau de bon augure? J'écris l'histoire. Ah oui, eh bien, bonne écriture. Troisième et dernière partie avec Roland Gori sur l'antenne d'IDFM. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, alors vous donnez quand même une deuxième chance. Il y a des solutions dans votre livre. Malgré les signaux de détresse que vous avez émis par l'appel des appels, malgré les signaux de détresse possibles, ça sera possible qu'à condition de pouvoir redonner une nouvelle chance à ce qui, au cours de l'histoire, a échoué. Et vous parlez de l'utopie qui passe par une rédemption, des révolutions cette image de rédemption après cet apocalypse finalement de l'effondrement, puisque c'est une apocalypse. C'est important ça, on peut s'en sortir à condition de faire une rédemption. Il y a plusieurs questions dans votre question, si je veux dire. Bon, l'appel des appels, comme vous le savez, a plus de 10 ans, et nous avons lancé des signaux à l'adresse de l'opinion publique et des gouvernants pour dire que la manière dont nos professions étaient décomposées, recomposées en injectant des critères gestionnaires, des critères d'efficacité, de compétitivité dans des domaines qui obéissent à d'autres logiques de valeur. Je fais allusion par exemple à l'hôpital. Vous avez bien vu comment la logique austéritaire à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit des catastrophes. Vous savez, il y a quelques années, des chercheurs d'Oxford ont montré que en 2015, la réduction des moyens donnés aux hôpitaux avait produit une surmortalité de 30 000 personnes. Il y a eu 30 000 morts à cause, pourrait-on dire, d'une certaine politique de santé. Je ne sais pas si des travaux auront lieu concernant ce que nous venons de vivre. Enfin, il faut savoir que quand on réduit les moyens des établissements hospitaliers, quand on réduit les moyens personnels, etc., et qu'on leur demande de faire vite et de faire plus avec moins, ça a un coût. Ça coûte. Ça n'apparaît pas dans le chiffrage, mais ça coûte. Ça coûte en souffrance. Ça coûte en vie humaine. C'est ça qu'on a voulu dire avec l'appel des appels. Et c'est vrai pour l'hôpital, mais c'est vrai pour l'éducation. Quand vous avez un ministère de l'Éducation nationale qui aujourd'hui donne 95% de bac aux enfants, enfin aux adolescents, mais en même temps, on sait bien que ce baccalauréat, comme c'est le cas de nombre de diplômes aujourd'hui, n'auront pas le même capital symbolique pour accéder au marché du travail. C'est donc une catastrophe. Quand on s'aperçoit qu'on va avoir des milliers de jeunes gens qui ne trouveront pas à s'insérer dans une filière universitaire de leur choix, que les universités vont être encore engorgées d'une masse d'étudiants sans avoir forcément de moyens supplémentaires pour pouvoir l'encadrer, quand nous savons que l'école aujourd'hui est tout à fait sous l'emprise d'une idéologie scientiste au nom des neurosciences que l'on a engagées dans cette galère et dont on a perverti la plupart des recherches, pour en faire quoi? Pour considérer qu'un élève, c'est un logiciel d'apprentissage. C'est que un élève, c'est en gros une machine à calculer, à compter, à épeler. Et que ce qu'on demande à l'élève, c'est de réussir
crise d'idéologie positiviste qui copule très bien d'ailleurs avec le néolibéralisme de l'Institut Montaigne. On a fait perdre aux enseignants ce qui était le cœur de leur métier, ce qu'étaient leurs valeurs. C'est une catastrophe au niveau de l'école. Cette politique de palmarès, c'est rien d'autre qu'une logique de marché introduite dans l'éducation, comme c'est introduit, comme vous le savez, dans les médias. Le journalisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est faire un maximum d'audimat. Il y a quelque chose qui détruit nos métiers. Donc, nous avons alerté là-dessus en essayant de montrer le danger que pouvait constituer la perversion de ces métiers. Parce que, bien évidemment, les dégâts que cela va occasionner seront très élevés. Alors je vois que j'ai parlé de l'appel des appels, mais vous avez une autre question qui est passée. C'était l'utopie qui passe par une rédemption des révolutions avortées. Mais là aussi je ne peux pas vous résumer tout mon bouquin, mais effectivement il y a dans le livre une autre conception de l'utopie. L'utopie qui n'est pas posée sur le chemin linéaire d'un futur qui va vers le mieux et qui serait au bout du chemin, les lendemains qui chantent. Oui, mais ça veut dire qu'on peut quand même peut-être s'en sortir. Il n'y a que l'utopie qui peut nous en sortir de cette... Il faut être utopique, il faut... Dans l'ouvrage, si vous avez bien cerné ce que j'essaie de dire maladroitement, dans l'ouvrage, l'utopie, elle existe. Mais elle est la capacité de se saisir d'opportunités pour les transformer en futurs inédits. C'est-à-dire que l'utopie, elle n'a pas à être placée au bout du chemin. Il y a tout un travail sur le temps et la temporalité dans mon livre. Oui, sur la flèche du temps. Ah, c'est une illusion qui nous coûte très cher. Comme l'illusion de l'évolution dont je parle. Alors que nous savons par l'histoire, comme nous savons par la physique, que les organisations et les structures ne vont pas toujours dans le sens d'une évolution. Au contraire, la loi de l'entropie ou bien l'existence de civilisations disparues montre qu'il y a, en gros, c'est pas une évolution naturelle. Ça, c'est une illusion du 19e, dont je parle beaucoup aussi dans le livre, qui accompagne la notion de progrès, cette histoire d'évolution. Non, justement, l'utopie, elle n'est pas le résultat d'une évolution. L'utopie, elle est la convocation de sujets individuels et collectifs à se saisir, à un moment donné, de quelque chose qui va accroître leur liberté, qui va accroître leur possibilité de créer. On a parlé de la solastologie. Est-ce qu'on est en pleine solastologie, là, juste après la entre-deux crises de coronavirus, on peut dire? Oui, ça veut dire simplement une perte du sensible. Alors, ça aussi, je le développe beaucoup dans le livre, comme vous savez. Je cite beaucoup un auteur que j'aime beaucoup, qui est Berdyaev. Berdyaev, qui a écrit un livre en 1933 sur le machinisme notamment, où il montre une des grandes catastrophes de nos sociétés, parce que, encore une fois, moi, je ne serai jamais du côté ni des technoprophètes, ni du côté des technophobes. Pour moi, la technique, elle apporte des avantages considérables. Après, est-ce qu'on peut se parler alors que vous êtes à Paris et moi je suis à Marseille? Donc la technique, elle acquiert, elle donne les moyens de s'émanciper. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'elle ne doit pas venir en lieu et place de notre capacité de penser. Et que ce que montre Berdyaev notamment, c'est que le machinisme, si on ne le contrôle pas au niveau social, humain, politique et culturel, il détruit l'humain et le remplace par une machine. Ce que je veux dire par là, on le voit bien d'ailleurs avec le transhumanisme et la théorie de la singularité, ou bien la propagande de Laurent Alexandre, c'est cette idée qu'en gros, il faut greffer des machines pour que l'humanité soit augmentée. Elle ne sera pas augmentée, elle sera diminuée. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se passer de prothèses, qu'on va se passer, si vous voulez, d'instruments. C'est pas ça. Ça veut dire simplement que notre futur ne peut pas être envisagé comme étant l'image accomplie de la machine. C'est ça que ça veut dire. On a toujours traité, depuis justement nos sociétés industrielles, on a toujours traité l'humain comme étant une machine imparfaite qu'il faut fignoler, bricoler, de telle manière qu'elle fonctionne bien. Et là, on laisse de côté quelque chose d'essentiel qui est lié justement à l'humanité de l'homme. C'est ça que je veux dire. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas besoin de machines, ce qui ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas besoin de nous greffer des morceaux de métaux dans le corps, comme vous avez dit. C'est pas ça. C'est qu'en gros, il faut faire attention à une culture technique qui vient en lieu et place de la capacité de penser et de dire.
En tous les cas, l'épidémie révèle l'imposture de la mondialisation. L'effondrement des politiques gouvernementales devrait conduire, après le mouvement de panique des populations, à un moment dépressif. Il serait bien de faire le deuil pour que naissent des créations. Là, vous dites que l'invention d'un nouveau monde déjà contenu dans le nôtre, mais que nous ne voyons pas, aveugles que nous sommes. Il y a déjà un nouveau monde qui est quand même en train de se créer. On dit que ça sera jamais comme avant, et peut-être que finalement... il y aura quand même un nouveau monde, il y aura une prise de conscience dans la mesure où on est capable de regarder le passé comme il est, de travailler sur ce passé pour arriver à le soigner. Il faut travailler sur le passé pour essayer de le dépasser. Si vous voulez, face à un effondrement comme celui que nous vivons, des catégories de pensée que j'ai évoquées tout à l'heure, dont nous avons hérité tout au long des décennies et même tout au long du dernier siècle, ou du siècle dernier, face à cet effondrement. J'en ai parlé de la concurrence, de l'évolution, du progrès, de la productivité, de la compétitivité, etc. Face aussi à l'effondrement de la rationalité. On voit bien que le rationalisme ne peut plus faire recette, puisque justement, on vient de plus en plus de mettre en évidence l'importance des émotions, etc. Bon, bref. Face également aux échecs d'une société qui a conduit à l'individualisme de masse, il y a à prendre acte de cet effondrement pour passer à un autre langage, pour passer à une autre manière de dire le monde. Et je dirais que face à cet effondrement, vous avez deux réactions assez typiques de ce que j'ai pu évoquer précédemment, c'est-à-dire soit, et je dirais, l'apathie, la paralysie, ou bien le sauf qui peut, je m'enferme dans un bunker, etc., qui peut être révers d'ailleurs, c'est un problème, ou bien alors, je dénie que ça s'est effondré, et je continue, comme avant, encore plus. C'est-à-dire, en gros, vous avez soit la défense dépressive, l'effondrement, soit la défense maniaque, la compulsion à faire plus. Bon. Et à faire plus souvent pour pas que l'ordre social change. C'est un autre problème très bien montré par le roman Le Guépard, n'est-ce pas ? Il faut que tout bouge pour que rien ne bouge. On connaît ça. C'est toujours à la portée des pseudo-progressistes. Bon. Donc, il s'agit de beaucoup pour pas que ça bouge, bon, socialement. Donc, je crois qu'effectivement, ce que je dis tout simplement, c'est que nous avons, en gros, à regarder la vérité en face. Nous sommes, en ce moment, un peu démunis de nouvelles manières de penser, de nouveaux langages, pour dire un futur qui ne soit pas simplement la répétition du passé, ou qui ne soit pas simplement la fuite dans les moments de mode. Et c'est ça que je dis. Et ça, c'est aussi quelque part réhabiliter la fonction de la dépression, qui nous permet justement, à condition d'admettre justement l'effondrement de ces catégories, à condition de ne plus les laisser hanter notre quotidien, notre présent, c'est essayer d'inventer autre chose. Et pour inventer autre chose, il faut être ouvert à la diversité. Il faut être ouvert au monde et pas à la mondialisation. C'est pas pareil, vous l'avez compris. Bon, être ouvert au monde, c'est aussi accepter des savoirs, accepter des pratiques qui paraissent inutiles et qui sont pourtant essentielles, comme les pratiques culturelles, comme, si vous voulez, la connaissance de l'histoire, la connaissance de la philosophie, la connaissance des sciences humaines et sociales, qui sont aujourd'hui malmenées, qui sont aujourd'hui placées sous la tutelle de maîtres esclavagistes, qui sont les négriers de l'industrie, et qui demandent de l'utile. Or, l'utilitarisme conduit à la barbarie. C'est ça qu'il faut savoir. L'utilitarisme, alors, conduirait à maintenir l'esclavage, par exemple, puisque, prenez l'Empire romain, vous prenez la démocratie grecque, leur impensé qui conditionne leur expansion, c'est l'esclavage. Bon, il faut pouvoir se déprendre d'un certain nombre d'illusions et être à même d'inventer quelque chose qui n'est pas encore écrit. Et pour cela, nous avons besoin, effectivement, d'acter les effondrements de nos croyances pour pouvoir essayer d'inventer du nouveau. Je crois que c'est ça pour moi qui est très important.
Ouais, alors vous avez terminé votre livre en disant qu'au moment de conclure votre livre, c'était en plein coronavirus, deux scènes se superposaient dans votre mémoire, celle des Italiens confinés qui chantaient dans leur maison et votre soirée à Beyrouth où il y avait aussi des gens qui allaient dans des caves pour chanter et danser. Qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant en juillet 2020? Je ne sais pas, mais je pourrais vous dire quelque chose. Je pourrais vous dire des mots. Parce que les mots, pour moi, c'est important. On doit les prendre au sérieux. Si on ne les prend pas au sérieux, les mots se vengent. C'est ça le verbiage. Hein. C'est la vengeance des mots. Et c'est des mots qu'a prononcé Victor Hugo lors d'une conférence de soutien aux ouvriers lyonnais. Il est connu. Victor Hugo termine son discours. Liberté, cela s'adresse au peuple. Égalité, cela s'adresse aux hommes. Fraternité, cela s'adresse aux âmes. Et je voudrais, pour terminer, vous dire que j'ai été très ému à lire certains textes qui avaient été écrits par ce qu'on a appelé le courant solidariste. Ce courant solidariste qui se revendiquait des radicaux socialistes, des humanistes, des francs-maçons. Et bien ce courant-là, aujourd'hui, quand vous regardez leur programme, ça paraît des programmes révolutionnaires. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Parce que comment est-ce que nous avons laissé s'enfuir et s'enfuir dans la bourbe de l'histoire des mots comme dette sociale, non pas dette des États, non pas dette financière, non pas le cirque qu'on est en train d'assister avec les soi-disant radins et les soi-disant généreux. Non, la dette sociale, c'est quoi? C'est que le petit homme ne peut pas survivre s'il n'y a pas, à sa naissance, d'autres pouvant le soigner, s'occuper de lui, ressentir pour lui de l'empathie et de l'identification. Et pour moi, c'est de ce côté-là. Il y a aussi, si vous voulez, dans ce courant solidariste, des mots très forts d'entraide, de mutuelle. Et il y a des idées formidables qu'on voit réapparaître d'ailleurs dans l'esprit de Philadelphie, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est la déclaration de mai 1944 du Bureau international du travail à Philadelphie. On a laissé tout ça, finalement, se recouvrir par des illusions extrêmement mortifères qui ont conduit aux pires catastrophes. Et vous connaissez la phrase attribuée à Bossuet, qui est apocryphe d'ailleurs, c'est pas Bossuet lui-même, mais là, ça vaut quand même le coup. Cette phrase pourrait aussi nous dire ce que nous devons à tout prix éviter. La phrase dit, c'est une phrase encore une fois qu'on attribue à Bossuet, mais elle est apocryphe, et qui dit « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences de causes qu'ils chérissent ». Je crois que c'est ça. Si on veut changer aujourd'hui et ne plus nous plaindre de la catastrophe, encore faudrait-il éviter d'enchérir les causes. Roland Gori, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, c'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roland Gori. Merci beaucoup.